production, il n'y avait que des gènes en action, les bactéries et tout. Puis à un moment donné, il y a la naissance du neurone, c'est-à-dire de la culture. Les neurones, ça fait 550 millions d'années. Les neurones sont arrivés sur notre planète. Et les espèces ont eu une seconde mémoire. Et notre génome, c'est une mémoire. C'est vous le savoir. C'est une mémoire qui va vous dire comment vous allez interagir avec votre environnement. Votre génome va vous dire que vous allez naître dans la mer, vous allez naître sur le sol, dans un désert, sur de la glace. C'est une mémoire. C'est un patrimoine. Oui, c'est une mémoire. Alors, les espèces mémorisent de leur environnement dans les gènes, elles le mémorisent dans les gènes, et le donnent à leur descendance. Puis, c'est l'apparition du neurone. C'est une autre forme de mémoire. Cette mémoire, elle évolue assez plus vite que les gènes. Pourquoi? Parce que les gènes, il faut les donner à ses enfants. Mais ce qui est normal, on peut le donner à quelqu'un, même si ce que je vous dis là, par exemple, vous n'êtes pas des enfants. Mais je vous partage de la culture. Vous pouvez me partager aussi de la culture. C'est-à-dire qu'il y a un héritage, et il y a l'héritage vertical et l'héritage horizontal. Et il y a Richard Dawkins, qui est un biologiste anglais, qui a créé pour étudier toute cette évolution culturelle en parallèle avec l'évolution génétique. Il a inventé le concept du mème. Le mème, il a tiré de mimer. Mimer, ça veut dire imiter. Voilà, mimer, imiter. Il a créé un autre nom qui ressemble à gène, un concept qu'il a appelé le mème. Et il dit que toute la culture est un héritage, exactement comme la génétique. Sauf que c'est un héritage qui se fait de manière verticale et horizontale. Et cet élément de culture, elle se propage. La génétique se propage avec des gènes, la mimétique se propage avec des mèmes. L'alphabet, par exemple, c'est un code mimétique, c'est comme un code génétique. Alors ce personnage va créer un autre concept. Il va dire, au début, la vie s'intéressait aux gènes, puis il est arrivé le tour des mèmes, maintenant il est arrivé le tour des mèmes. C'est quoi le tour des mèmes? Même je l'ai pris de mon aide, c'est-à-dire que si je vous pose maintenant une question, qu'est-ce que vous allez faire demain s'il n'y aura plus d'argent? Je pense qu'il va vous falloir beaucoup de temps pour penser qu'est-ce que vous allez faire. Cela signifie tout simplement que nous vivons dans une société où ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire de l'argent, de s'enrichir, d'investir. C'est comme la culture. Je vous donne, c'est pour le propager. L'argent aussi, on investit, il faut l'investir pour faire plus de richesse. C'est de la monnaie que vient le terme même. Voilà, c'est là que j'ai pris le concept de même. Je l'ai mis sous la forme de gène aussi, même, gène, même. Le personnage dit aussi, les mèmes maintenant mènent le monde. C'est comme les économistes qui disent, nous sommes dans l'époque de l'homo economicus, c'est-à-dire qu'on s'intéresse maintenant qu'à l'argent. Alors, s'il n'a pas fait, c'est pour ça que je dis, il faut quelqu'un qui va le lire. S'il n'a pas posé cette question, j'aurais peut-être oublié tout ça. Voilà. Puisqu'on est précis par tout le temps, on vous passe la parole pour juste un mot pour... C'est un euphémisme, on est pressé par le temps. Euphémisme. Voilà. Pour donner l'occasion de poser leurs questions, comme vous l'avez dit, le débat ne sera pas juste centré autour de l'auteur et moi. On aimerait bien recevoir vos questions. Donc juste, on lui donne un mot pour en finir, puis on commence le débat ensemble. Alors pour en finir, je ne sais pas trop quoi dire. Je peux juste vous demander quelque chose, c'est cette fille. En lisant le roman, ne confondez pas ce personnage qui parle en jeu avec moi. C'est un personnage, je l'ai créé, elle n'a rien à voir avec moi. C'est-à-dire qu'elle a sa propre vie, elle a sa propre psychologie aussi. La psychologie, elle domine le roman, vous l'avez remarqué sûrement. Elle a son propre historique, il a une famille qui a été égorgée, la famille heureusement elle est là. Ce n'est pas moi, le personnage du roman. Les personnages du roman ne sont pas moi. C'est-à-dire que ce sont des personnages que j'ai créés. Voilà. C'est pas une manière de... c'est pas une responsabilité que vous avez pour nous. Ce n'est pas ça. Ce que je vous demande chez vous, c'est de le lire, en essayant de faire une lecture sans m'accuser de ceci et de cela. Non, pas. C'est une fiction. On verra après, quand vous allez le lire, on verra. Je n'ai pas dit ça pour rien.
Donc, on vous remercie pour cette interview. Maintenant, on commence notre débat. On passe la parole au public. Voilà, c'est moi qui vais parler à haute voix. J'ai besoin de respirer. C'est tellement dense et intense, les éléments psychologiques. Vous avez fait un travail, vous avez donné une conférence. On va vous passer la parole tout à l'heure. Si vous permettez. Oh là, ne sois pas méchant. Non, il n'y a pas de problème, tu vas parler en temps que tu veux. Ne sois pas méchant. Non, tu vas parler en temps que tu veux. On doit mettre juste. Un bémol. Voilà, donc merci infiniment pour cette belle présentation de votre œuvre que je trouve vraiment intéressante. Seulement je constate que ton œuvre elle a un aspect plutôt philosophique que littéraire. Donc je tire une petite question, si vous me permettez. Est-ce que votre roman peut être à la portée de tout le monde, ou bien il est destiné peut-être à certains qui ont certains bagages philosophiques ou psychologiques, comme ça. Donc, sinon, que pouvez-vous dire, ou quels sont les conseils que tu peux apporter pour les lecteurs de ce roman? Alors c'est vrai, on a parlé de choses assez profondes, comme le sabre, comme la psychologie. Si on essaye de juger la philosophie qui est donnée dedans, ce sera une philosophie constructiviste, c'est-à-dire que le personnage dit que les autres sont à construire, même les autres, on est construit pour soi. Votre image en moi, votre existence en moi, ce n'est plus quelque chose que je construis moi. Vous êtes vous, je ne peux pas rentrer dans votre être. Vous êtes vous, mais vous, par rapport à moi, c'est quelque chose que je construis. L'être humain, c'est quelque chose qui se construit. Moi, je me construis. Je construis les autres, je construis le monde. Tout est à construire. Un pays est à construire. Les mathématiques sont à construire. La philosophie est à construire. La culture est à construire, ainsi de suite. Il n'y a que de la construction. Alors maintenant, est-ce que tout ça, elle est assez profonde, elle est très très profonde de manière philosophique. Qu'est-ce qui peut être appréhendé par le lecteur? Je pense que j'ai simplifié l'histoire au maximum. C'est rare de retrouver des passages comme ça, on le retrouve dans la philosophie. Et même s'il y a de la philosophie, elle est en image, c'est-à-dire que le lecteur, comme ça, même s'il n'a aucune expérience, en tout cas pas expérience, s'il n'a pas assez de bagage en philosophie, il ne va pas se retrouver dans des textes comme ça où il y a une analyse, un essai sur la philosophie. Ça reste une petite histoire que le lecteur peut appréhender. Mais je l'ai écrite avec un langage qui fait penser. Par exemple, il y a des inondations qui arrivent dans l'histoire, dans la vie, il y a des inondations. Le personnage va dire moi j'ai profité du beau soleil qui a suivi les grandes inondations. Point. Puis la phrase prochaine, c'est quoi? La suivante, c'est quoi? Elles ont nettoyé la ville des sans-abri, des réfugiés de guerre. Parfois, vous allez retrouver des passages, c'est comme si le personnage, il aime ça. Des passages comme si le personnage, il aime que des sans-abri soient tués par des inondations et tout. Ça a été fait exprès. C'est pour que le lecteur se dise mais qu'est-ce qu'il a cet auteur? Est-ce que ça c'est bon? On vous poussons à penser ça. C'est-à-dire qu'il y a des passages comme ça, ça a été fait exprès. Les idées sont simples, c'est-à-dire que ce sont des grandes questions qui sont dites de manière simple, que ce soit sur la politique, enfin pas politique pour le politicien, en tout cas. Que ce soit sur la philosophie. Le lecteur, je pense que ça c'est l'avis des gens qui l'ont lu. Je pense que c'est très très simple à appréhender. Même le langage que j'ai utilisé dedans, j'ai choisi un scientifique chercheur pour deux raisons. Premièrement, pour parler de la technicité. La deuxième des choses, c'est pour utiliser un langage assez linéaire, assez simple à appréhender aussi. Je pense en tout cas, je laisse le lecteur dire ça. Mais je pense qu'elle est destinée, des gens lycée universitaires peuvent lire, l'appréhender assez facilement. Expliquer à quelqu'un que la vie est un projet, je pense que ça ne demande pas assez de philosophie, même si c'est comme philosophique.
Ah ouais, ouais. Je vais utiliser le micro, alors qu'on me dit souvent de me taire. Alors je vais utiliser mon micro, il est aussi. Je vous remercie pour votre conférence, monsieur. Elle est riche par beaucoup de thèmes. C'est une construction mentale d'un livre. Peut-être à la lecture de ce livre, nous allons tirer des bénéfices, des valeurs. Je vous ai vu dans votre première conférence où vous nous avez annoncé la création de ce livre. Vous souvenez-vous? Oui, je me souviens. Vous nous avez annoncé comme quoi, moi je me souviens bien de vous, c'était une excellente conférence, c'était sur l'intelligence artificielle depuis la nuit des temps. À ce jour, c'était très bien parce qu'il y a quand même cette pensée, cette intelligence, je ne sais pas ce que c'est, elle est immatérielle, qui agit. Et là, vous l'avez truffé de philosophie, que ce soit Nietzsche, le surhomme, n'est-ce pas? Que ce soit l'existence précède l'essence, et vous avez placé un petit peu les êtres humains, un certain nombre d'êtres humains, notamment un être humain, me semble-t-il, vous semblez nous mener vers celui-là, androïde. Nous allons devenir des androïdes programmables, d'une certaine manière. Qu'en pensez-vous? Il y a beaucoup de questions. Hein, il vaut mieux s'arrêter là pour le moment. Alors, ça, c'est l'un des axes du roman, le transhumanisme. On va appeler ça comme ça, le transhumanisme. Le transhumanisme, on va créer une autre humanité, ce qu'on appelle l'humanité 3.0, c'est-à-dire l'humanité primitive. Il y avait l'humanité moderne, c'est l'humanité 2.0. Maintenant, on va faire une humanité 3.0, c'est-à-dire une nouvelle, disons, comme on disait très hybride entre la technologie et les êtres humains. Ça, c'est l'un des axes du roman, mais ce n'est pas que ça. Et je n'ai rien écrit avec de la science-fiction. Même si je parle de ça, vous retrouvez il y a deux objets technologiques que vous allez retrouver dans le roman. Il n'y a que deux objets technologiques. Le premier, ce sont les voitures, les véhicules, qui ne sont pas décrits comme ils sont faits, et un téléphone. Il n'y a que ça. Sinon, le reste du transhumanisme, elle a été traité d'une manière philosophique, c'est-à-dire de la pensée, comment la pensée devient stérique, comment la philosophie devient philosophisme. Vous pouvez voir pourquoi. Parce que si je vous dis maintenant, si on dit à des jeunes, il faut faire du calcul, on va dire pourquoi je ne peux pas faire du calcul, il y a des calculateurs. C'est-à-dire que cette technicité commence à nous influencer dans notre manière de penser, pas juste dans notre manière de vivre, c'est dans notre manière de penser. Vous allez voir nos jeunes, par exemple, si vous leur parlez sur les réseaux sociaux, ils n'ont aucun langage. Et la mort de la langue, c'est la mort de la pensée. Allez essayer de penser sans langue. Qui peut penser sans une langue? D'ailleurs, les dictateurs, pour tuer une pensée, pour tuer une culture, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils tuent la langue. Et cette langue, par les réseaux sociaux, on parle avec des stickers, on parle bien les guillemets. Alors ça, elle a une influence sur notre manière de penser, pas juste notre manière de vivre. Et j'ai parlé de ça, mais sans invoquer de la technologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de science-fiction dedans. Le seul truc de science-fiction, c'est quelque chose que le personnage a imaginé, c'est une puce qui sera implémentée dans les cerveaux. Mais là, elle est juste imaginée. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas comme réalité. Pourquoi aussi? Parce que je peux faire de la science-fiction, sauf que la science-fiction, maintenant, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, qu'il y a des œuvres technologiques qu'on n'a jamais vues dans la science-fiction. C'est-à-dire que la science, elle a dépassé la science-fiction. Alors faire un livre sur la science-fiction, je pense qu'il sera vite dépassé par le temps. C'est pour cela que j'ai choisi de concentrer sur la pensée qui, elle tient. La pensée tient. C'est pour ça qu'il n'y a pas, on ne trouve pas de science-fiction dedans.
Je vais vous parler de Thomas Mann. Je ne sais pas si vous connaissez, dans La Montagne, son roman « La Montagne magique ». Il avait dit que, un petit peu, notre existence, puisque vous parliez d'existence, vient d'une pensée qui s'est cristallisée. Cette pensée que vous refutez, n'ayant pas les moyens d'aller vers cette pensée de Dieu, qui s'est cristallisée dans des constantes universelles que Dieu connaît, puisque vous savez qu'il y a une infinité de constantes universelles. Nous ne connaissons pas le processus de cette cristallisation. C'est une pensée philosophique qui justifie un petit peu une pensée et qui se matérialise en matière. Le truchement de cette matérialisation est compliqué et complexe. Nous ne sommes qu'au début, nous sommes au bégaiement de la science, vous le savez bien. La technique est une chose, mais elle utilise des principes simples, connus, en tout cas, que nous avons complètement définis. Mais nous n'avons pas inventé, nous n'avons pas trouvé des constantes universelles. Nous en avons deux, constantes de Planck, constante gravitationnelle, mais pas plus. Nous sommes à la recherche d'une autre constante qui va nous dévoiler un monde inconnu. Oui, je pense que c'est une bonne image de notre processus d'appréhender, d'interagir avec le monde, l'univers, l'existence. Qu'est-ce que je pourrais dire vis-à-vis de ça dire mon avis, en tout cas pas par rapport au monde, mon propre avis. Je pense que dans le monde, d'une manière intuitive, on essaie toujours d'unifier les choses. C'est-à-dire que si vous avez cité la gravité, pourquoi elle a connu ce succès, ou la mécanique newtonienne, parce que la mécanique newtonienne, elle nous permet d'étudier les objets et les planètes avec les mêmes principes. C'est-à-dire c'est une unification. Tout ce qui est masse, tout ce qui a une masse, on peut l'étudier avec les mêmes principes. C'est-à-dire que Newton, il a unifié tout ça dans une théorie de simples équations. Il a unifié ça. Puis, on peut retrouver d'autres principes, avec la mécanique quantique, c'est la constante de Planck. Aussi, elle, avec ses principes de la mécanique quantique, explique le monde subatomique. Puis maintenant, on est lancé dans la recherche d'autres choses, peut-être comme vous disiez, d'autres constantes universelles, peut-être par exemple pour unifier ces deux choses. Jusqu'à présent, Bernstein a vécu de 1915 jusqu'à les années 50 sans pouvoir y arriver. Pourtant, c'était son objectif, c'est comment unifier ces deux choses, c'est aussi deux domaines de la physique. C'est ce que je peux dire, moi, personnellement. Intuitivement, on a poussé à ça, on essaye d'unifier les choses. On essaie de chercher l'harmonie, l'harmonie, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la pensée. Et je pense que si nous n'arrivons pas à trouver ça, c'est mon avis, je veux dire mon avis, c'est que cette unification globale du monde n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Pourquoi je vais vous dire pourquoi il n'existe pas? Parce que moi je pense que l'univers, dans toutes ses dimensions, il y a de la diversité dedans. C'est-à-dire que c'est ne pas être unifié, c'est sa manière d'être diversifié. Et cette diversité, même à l'échelle fondamentale, à l'échelle des lois, à l'échelle, lui permet d'évoluer. Si je peux vous donner une analogie pour mieux comprendre ça, si nous avons tous le même génome, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avoir quelque chose d'autre, il y aura pas de nouveau, parce que nous avons tous le même génome. Cette diversité que nous avons va nous permettre d'évoluer. Dans la culture, heureusement, on ne se ressemble pas tous. Chacun a sa pensée, chacun a sa culture. Puis l'interaction et l'échange entre cette diversité donne du nouveau. Si l'univers évolue, et on sait maintenant que l'univers évolue, il doit être à l'échelle la plus fondamentale riche, c'est-à-dire de la diversité diversifiée. Alors, c'est mon avis, ça n'a rien à voir aussi avec le roman sur cette remarque. Il y a des milliers de physiciens par exemple, qui travaillent sur cette unification. Au départ, il faut les décourager. Mais c'est mon avis. Je pense que cette
unification du monde, cette unité globale, je pense qu'elle n'existe pas. C'est un idéalisme que nous n'allons pas atteindre. Je vais vous poser une troisième question. Vous parlez de gène, de génome. Vous savez très bien que quand un homme rencontre une nouvelle image, une nouvelle pensée, une nouvelle instruction, elle devient épigénétique. Ensuite, elle devient génétique si elle se répète. Elle s'incruste et que les générations qui viennent après, naissant de ce gène, gagnent cette pensée-là, même si elle n'est pas révélée. Au niveau de la langue, il y a des gens qui connaissent ou semblent connaître une langue parce qu'ils ont des antécédents de cette langue. Ça a été prouvé maintenant par la science, c'est du déjà vu. Donc il y a ce génome qui est instruit de tout notre passé, ce patrimoine génétique qui nous vient au moment de la naissance, c'est ce qu'on appelle l'inné. Ensuite, il y a l'acquis qui vient ensuite. Voilà. Alors, oui, c'est-à-dire que si on parle de langue, on parle de culture, on parle du cerveau. Notre cerveau, ça il faut le savoir, 30% des connexions neuronales elles sont héréditaires. C'est-à-dire que notre génome a pas mal d'influence sur notre cerveau. Je vais changer un peu de sujet. La prononciation de Lies Terza, vous avez prononcé le mot Lies Dixert. Normalement, c'est Lies Terza. Alors, ça c'est un ça arrive avec le GH que vous ne pouvez pas. En tout cas, c'est D'autres questions, vas-y. Vous avez dit qu'un écrivain qui nomme son personnage déjà trahit son personnage. Pourquoi? Alors, dans le contexte de ce roman, il y avait une étudiante, la dernière fois on a présenté ce roman à la résidence universitaire, il y avait une étudiante qui elle m'a dit, en regardant le titre de votre roman, je me suis dit que vous listez une liste de personnes qui sont indésirables. Puis elle a écouté la conférence, elle m'a dit, heureusement c'est pas ça. Voilà. Ça c'est pour vous répondre. Alors, si j'écris moi le roman Les Indésirables, j'aurais pu, si je lui donne un nom, ce serait le titre, ce serait Indésirable. Je ne peux pas, c'est-à-dire que la meilleure manière de parler à peu près de ça d'une manière la plus universelle, c'est de ne pas lui donner un nom au personnage. Si vous nommez votre personnage Boudiaf pour rendre hommage à le plus humain des Indésirables, je pense que vous trahissez votre œuvre. C'est vrai que Boudiaf le mérite, mais il y a assez d'indésirables dans le monde, et c'est pour cela que je ne vais pas donner de nom. Il y a des enfants qui meurent dans la rue, ce n'est pas Dieu qui leur a destiné de mourir dans la rue. On les a abandonnés, c'est tout. Si vous trouvez quelqu'un, un enfant qui n'a pas de quoi manger, si vous pensez que c'est Dieu qui lui a destiné ça, c'est tout simplement, vous essayez de ne pas prendre votre responsabilité. Vous la justifiez au nom de Dieu. C'est-à-dire toutes les conneries toutes les conneries qu'on a faites, quand ça ne dépasse, on dit que c'est Dieu. Ces enfants sont des indésirables. On ne les désire pas parmi nous. Quand on tire sur des migrants en Italie, je pense que ces migrants sont indésirables. Quand des jeunes gens se mettent en fleurs, dans des petits bateaux comme ça, sur la pluie, bientôt sur une planche de bois, je pense que ce sont des indésirables. Je ne peux pas donner un nom. Je ne peux pas, parce qu'il y a autant d'indésirables qu'on ne saurait jamais les nommer. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je rajoute une petite chose. J'ai pas dit que donner un nom à un personnage trahit, je ne parle pas d'une manière générale. J'ai dit, si je donne un nom à ce personnage, je vais trahir l'œuvre. Pourquoi c'est une trahison?
Alors pourquoi? On dit que les gens, les autres, sont indésirables. Parce que les autres écrivains, s'ils donnent leur personnage, c'est une trahison. Non, je parle des indésirables. Je sais. Le personnage des indésirables, qui n'a pas de nom, on lui a collé même un nom, prison, l'équipe. Oui. De dire ça. Oui, c'était ça. Si je donne, pourquoi? Parce que c'est un roman qui a été écrit en prénom je. Puis le titre c'est Les Indésirables. Vous allez comprendre qu'il n'y a que lui qui est indésirable. Sauf qu'il y a toute une société des indésirables. Et la meilleure manière de la rendre la plus universelle, c'est de laisser anonyme, parce que les vraies victimes sont anonymes. Oui, les vraies victimes. Pour la rendre plus universelle. Voilà, les vraies victimes sont anonymes. Vous pouvez penser Baudelaire, c'est un indésirable. Aussi, il y a des gens qui n'ont pas de boulot, ce sont des indésirables. C'est-à-dire que ils ont le même statut, quelque part. Donc c'était la meilleure façon de faire, de rendre le roman universel. D'ailleurs, le dédicace du roman, c'est un hommage à tous les indésirables du monde. Voilà. Misérable peut-être. Est-ce que vous n'avez pas, en pensant au mot indésirable, au mot misérable? Alors, il y a une phrase un peu plus doux. Hein? Oui. Alors pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, nous sommes dans une société de rejet. Ça, c'est, on ne peut pas. Si vous allez voir, les vieux parlaient, elles discutaient. Maintenant, vous allez voir des vieux qui cachent leur visage derrière un journal. Alors, il y a ce rejet qu'on retrouve dans la société à toutes les échelles, c'est les enfants, c'est les vieux, chez les adultes, chez les filles, chez les garçons, ainsi de suite, en tout cas. J'ai perdu le fil. Vous avez dit tout à l'heure. Alors, voilà, Les Misérables. Alors, c'est la première remarque qu'on me fait. Les Indésirables, vous avez fait ça des Misérables de Victor Hugo. Alors, il y a une phrase dans le roman qui répond à ça, où le personnage dit « Il n'y a pas de misérables, il n'y a que des indésirables ». Donc, c'est la réponse. Parce que s'ils ne sont pas indésirables, ils ne seront pas indésirables. S'ils étaient des gens qu'on désire, ils ne vont pas tomber dans la misère. Mais il y a la misère de l'âme. Il y a des gens qui sont très riches, qui sont misérables. Donc le mot misérable, il faut savoir. Sauf qu'il a raison. Ça devient unilatéral dès le départ. Tu vois? Oui, vous aurez la chance à parler. Déjà, vous avez pris beaucoup de temps pour les introductions. Il y a d'autres questions. Vas-y, au début de votre conférence, vous avez dit que il y a la première personne du singulier dominante dans votre ouvrage. Ce qui m'a fait penser à l'autofiction. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que cette autofiction n'est pas une critique de l'écriture de soi? Première question. La deuxième question, par rapport à votre titre Indésirable, quelle est la sémiotique de ce titre dans le champ littéraire? Alors, ça serait vraiment, ce sont des questions qui sont très pertinentes. Alors, pourquoi l'autofiction? Pourquoi j'ai mis de l'autofiction? Premièrement, je voulais parler comme je disais, du transhumanisme et tout. Quand quelqu'un qui fait de la recherche en intelligence artificielle, donc j'ai fait comme ça quelques petits travaux sur ça. Et j'ai voulu aussi parler de ma propre expérience dans ce domaine. Vous allez retrouver une histoire où il y a beaucoup de fatigue. Je parlais de cette difficulté à faire de la recherche scientifique. Vous allez retrouver la phrase j'ai mal aux yeux, parce que les chercheurs, la première chose qu'on utilise, c'est en tout cas l'organe qu'on utilise le plus dans la recherche scientifique, c'est les yeux. Il faut lire beaucoup, il faut écrire beaucoup. C'est pour cela qu'il y a de l'autofiction. Maintenant, Les Indésirables dans le champ littéraire, moi, ce que j'appelle les indésirables, c'est à peu près toute personne qui a du rejet. Ce n'est pas que quelqu'un qu'on ne désire pas qu'on met dans la prison. Ça, il y a dans le roman. Quelqu'un qu'on ne désire pas, on le tue. Mais toute personne qui a du rejet. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le personnage, lui? Il va dire que le bonheur, c'est de vivre sans haine, sans mépris. Comment vivre dans le monde sans mépriser rien? C'est très difficile.
Dans son procès, il y a même ses amis qui vont témoigner contre lui, mais lui, il ne développe aucune haine. Je pense que c'est à peu près ça, le champ à peu près le tirage de mon œuvre. Mais pour le dire de manière plus globale, je regrette, je ne pourrais pas. Monsieur, c'est ton tour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la conférence et puis pour vous encourager parce que en fait c'est assez rare de trouver de jeunes docteurs et écrivains en même temps. Néanmoins, je tiens à vous annoncer un peu une critique de la présentation de votre livre par un interview mis en scène, vous et votre camarade docteur en médecine. C'est un peu mis en scène et ça a pris beaucoup de temps. Ce qui a fait, peut-être, enfin pour moi c'est le cas, mais pour l'assistant je ne sais pas, ça a un peu misé l'assistance. Sinon, il y a juste une question. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle et de la robotique. Donc, dans votre discours, au début, vous avez insinué que l'intelligence artificielle, ça parle du robotisme, alors que, en fait, en réalité, on parle des intelligences artificielles au pluriel. Et puis, la robotique, c'est un point où on utilise l'intelligence artificielle. Allez, c'est un point. Et puis, un autre point, d'ailleurs même tout à l'heure, vous n'avez pas mis encore de chercheurs dans l'intelligence artificielle, c'est toujours au pluriel. L'intelligence artificielle, c'est des méta-heuristiques, des algorithmes évolutionnaires, économie de Fourier, etc. C'est toujours au pluriel. D'ailleurs même on parle d'esprit artificiel, même de mémoire artificielle, etc. Et là aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes un peu contre le fait qu'il y ait un langage, par exemple celui de Facebook, vous avez critiqué, donc il s'utilise par rapport à un alphabet qui est en train de se définir jusqu'à présent. Puisque autrefois, on parlait d'un alphabet, par exemple, si on prenait le latin, c'est un alphabet qui était bien défini, on va faire des mots. Et puis après, on a d'autres alphabets, sinon se font d'autres mots. Et même lorsqu'on parle des machines, c'est un alphabet juste en binaire, 0 et 1, ça donne d'autres noms. Donc pourquoi est-ce qu'on serait gêné qu'il y ait un nouveau alphabet qui est en train de se définir à ça, avec de courts messages, par exemple, ça va, qui dit que CV. Pourquoi est-ce que c'est gênant? Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous répondre. Alors, la première question, pourquoi vous avez dit ça vous a ennuyé? En tout cas, je pense que la manière la plus professionnelle, en tout cas, de partout dans le monde, c'est que vous allez voir les présentations. Permettez-moi de vous interrompre une seconde. J'ai oublié la question à l'équipe, puisqu'il y a tellement de questions que j'ai oubliées. Juste, je tenais à la préciser. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose comme on a fait un débat avec des philosophes, ça a pris 5 heures, etc. Il y a une classe de philosophes, alors qu'il y avait quelqu'un qui a fait cette correction, c'était Katb Yassine, il a dit le génie est populaire. Le génie, تفتكر pas dur وين nettoyer les bردان تفتكر ما يخدم خلال يبري. Mais le génie est populaire, il ne faut pas se croire plus intelligent que les autres. Ça m'a vraiment gêné. Alors, vous prenez la responsabilité de votre propre interprétation de ce que j'ai dit. Alors, vous l'avez compris comme ça. Moi, je n'insinuais pas ça. J'insinuais tout simplement, j'ai décrit, c'était des philosophes. Ça nous a pris 5 heures. Ça nous a pris 5 heures. Voilà, je vous ai parlé de. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup à débattre, que même toutes ces questions qu'il vient de poser, on peut formuler autant de lectures, autant de questions sur l'œuvre en tout cas.
Pourquoi ça vous gêne? Moi, je ne comprends pas. Parce que si je viens vous parler de mon roman comme ça, d'une manière directe, je pense que je vous donne mon avis, mais là vous avez l'avis d'un lecteur, vous n'avez pas lu le livre, vous avez l'avis d'un lecteur. Voilà, c'est comme ça que ça se fait un peu partout dans le monde. Hein. Nous, on fait des conférences, j'ai remarqué que toutes les conférences qu'on donne dans les cafés littéraires, on présente le conférencier puis il parle. Si vous regardez, vous pouvez trouver des conférences sur YouTube. Un écrivain, c'est sous forme d'interview, alors vous pouvez chercher sur YouTube. Voilà, c'est sous forme comme ça d'interview. Voilà. Alors l'autre question, ça a été, voilà, je l'ai complètement oublié. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle plurielle. Oui, c'est vrai, l'intelligence artificielle pour le moment est tout pluriel. Vous avez dit pourquoi ça me dérange la langue. Alors, je vais vous dire quelque chose vis-à-vis de la langue. Nous, en pensant, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise ce qu'on appelle des variables linguistiques. Donc, pas des machines. Par exemple, si vous essayez de formuler un si alors, comme on le fait dans les machines, dans une machine, qu'est-ce qu'on fait? Si x égale à 1, fait quelque chose, alors fait quelque chose. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on fonctionne par des variables linguistiques. Donc, vous allez dire, s'il fera chaud demain, je vais aller à la plage, ou quelque chose comme ça. Chaud, c'est une variable linguistique. Et en écrasant la langue, ce sont ces variables linguistiques qui disparaissent. Et ce sont ces variables linguistiques qu'on ne peut pas prononcer, parce que notre pensée est basée sur des variables linguistiques. Et les mots, ils ont un sens. Vous connaissez ça, il n'y a pas de synonyme vraiment. Il n'y a pas de synonyme entre les mots. Quand on perd un mot, c'est comme une espèce qui disparaît. Voilà. Un mot, elle est pesante, c'est quelque chose de pesant, c'est quelque chose d'important. Le mot, du son, il faut le respecter. Et je pense que les réseaux sociaux sont en train de... J'ai pas parlé de changement de l'alphabet. Oui, l'alphabet maintenant... J'ai précisé l'alphabet. Maintenant, on parle avec des stickers, sauf que c'est les animaux qui parlent avec des gestes comme ça, comme ça. Alors, on est pas meilleur que les animaux, Nous, on est fait pour s'exprimer, pour dire ce que... Parce qu'on a un inconscient, en tout cas. Alors, vous pouvez poser cette question au psychologue et vous répondre avec un langage plus pointu que le mien. Nous avons un inconscient et la langue est beaucoup... Il y a une très grande relation entre ce que vous disiez et ce que vous pensez. Il y a des gens, disant une œuvre d'art, et qui peuvent analyser ma propre psychologie en disant ça. Pourquoi? Ces mots, c'est de la fiction. Mais peut-être ça a une relation avec une autobiographie. Si vous lisez par exemple la métamorphose de Kafka, Kafka parle d'un être humain qui s'est métamorphosé en une vie, comme ça. En analysant ce texte, en étudiant la biographie de Kafka, vous allez arriver que tous les mots, toute cette scène utilisée par Kafka, c'est parce que cette famille, elle l'a rejeté, elle a un problème familial, qui l'a poussé à faire cette œuvre. Donc on a un inconscient, même vis-à-vis des mots. Et supprimer ces mots, c'est supprimer notre inconscient. Vous savez que notre pensée, à 99%, elle est très consciente. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas décrire un peu tout le livre ou expliquer, donner une synthèse de votre livre. Bon, mettons ça de côté, mais quelle est la moralité que vous voulez nous transmettre à travers votre livre, votre écrit? Alors, la moralité, la première des choses, je pense que je l'ai dit, je vais essayer de la répéter avec des mots. Premièrement, je n'écris pas pour donner une vision. Ça, c'est pas pour vous donner, pour imposer une vision. Je décris. J'essaie de décrire une vision. Maintenant, c'est quoi la moralité? Parce que ce personnage, au niveau du homme, près de sa vie, il va se mettre à connaître sa société, à connaître de quoi il est vrai, donc il va se retrouver dans la prison. Puis il va après réanalyser tout ça, pourquoi le rejet, qu'elle avait des copines qui s'appelaient Katia et avec lesquelles on a mis un coup dans le ventre,
C'était aussi un hommage à Cathy Adodé. C'est pour ça que j'ai mis cette scène dans le roman. C'est que la moralité, je pense qu'au lieu d'inventer des pensées du rejet, il faut inventer des pensées de l'accueil. Voilà. C'est ça à peu près. Parce que la pensée vers la fin, je vais vous lire le dernier passage. En tout cas, c'est un passage où c'est une forme de constat du personnage. Qu'est-ce qu'il dit? Pour le reste, je ne sais rien faire sans aimer. L'amour est l'attente de base du monde, c'est la corde de l'existence, son lien. Vivre consiste à chanter, votre ficelle c'est absolument des miracles, des formes uniques de l'existence. Je n'avais qu'un seul moyen pour comprendre la vie, c'était de la vivre pleinement, et je l'ai fait. Opportunément, j'ai eu une de ces carapaces coureuses, coriaces et chanteuses, qui même les plus acerbes de poison ne déchiraient pas. J'avais su faire de ma vie une promesse, voilà ma prouesse. Maintenant, je me sens enfin prêt à garder mon bonheur et ma liberté jusqu'à ce que mes souffles soient arrachés. Et même si le temps me manque, je voulais encore chanter de joie, de révolte et d'amour. Je sais que mon âme qui n'a cessé de sourire à la libre lumière et au soleil qui l'a réchauffé, la liqueur de hauteur qui se pâme pour les causes de l'existence. Pour en finir, je n'ai qu'à me dire, ma corde est là, je l'entends, elle danse, elle vibre encore, elle chante, c'est mon cœur. Alors, vers la fin, c'est à peu près la moralité. Je pense qu'il nous faut des pensées de l'accueil, pas des pensées de rejet. Voilà, c'est à peu près de la moralité. Qui a d'autres questions? Vas-y. Eh bien oui, il vient de le dire. Indésirable. Donc il faut plutôt, au lieu de ne pas désirer, de faire des indésirables, désirer et aimer. Et là, vous avez terminé si bien par cette note d'amour, cette note de plénitude, et c'est extra. Moi, j'aime bien. Voilà, merci. On partage le même avis. Oui. J'allais lui dire, c'est très beau. Il y a un lecteur qui m'a dit, disons notre roman, alors ça, je ne l'ai jamais prévu. Ce lecteur m'a dit, j'étais dans une phase très difficile de ma vie. Et ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, ça m'a donné un peu plus de force. Voilà. En tout cas, c'est ce que la personne a dit. Moi, je n'ai jamais prévu ça. C'est-à-dire que le texte il me semblait assez négatif. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il. Puis, maintenant, je commence à avoir un avis que, même si la fin du roman, on a cette pensée de l'accueil, où le personnage pense qu'il ne peut se construire sans construire les autres, qu'il ne peut avoir un bonheur sans travailler pour le bonheur des autres. Enfin, toute cette pensée de l'accueil, je n'avais pas pensé qu'elle était aussi forte, c'est-à-dire que le lecteur peut la saisir, parce qu'elle n'est que décrite dans la dernière partie de l'enfant. Je ne savais pas qu'elle puisse avoir de l'effet. Non, il a posé déjà une question. Allez, un petit résumé. Je vais vous faire un petit résumé. Ce personnage scientifique, automatisme, robotique, c'est des vélos, qui explique les choses, qui explique la vie, et qui donne une certaine morale avec votre passage avec cet islamiste en prison. Lui, il sait, détient cette vérité. Il dit, est-ce que ce bonhomme ne sait pas que patati patata, que 1 plus 1 égale 2, côté scientifique dont vous revenez à Nietzsche, vous donnez des vérités comme Nietzsche, ainsi par les Zarathustra, et il termine, enfin, il ne voit pas ce métaphysique que l'islamiste ou l'intégriste lui explique, il le nie d'ailleurs, il veut quelque chose de palpable. Et il termine avec un sentiment métaphysique qui est l'amour et l'accueil. Là, je me pose la question. Alors, l'amour, c'est pas quelque chose de métaphysique, premièrement. Oui. Pour moi, pour moi, personnellement, ça ne l'est pas. Vous avez parlé quelque chose de palpable, oui, c'est vrai. Les choses palpables ont beaucoup d'effets sur la pensée du personnage. Par exemple, il y a une de ses amies qui va témoigner en justice. Elle va lui dire, elle va décrire le ce personnage pour elle-même, qu'est-ce qu'il croit de lui. Elle va dire comme ça, c'était pas exprès, mais exprès de faire une erreur dans son témoignage, parce que c'était son ami, elle n'avait aucune raison de témoigner contre lui. Elle va lui dire, un jour il m'a étonné avec une petite histoire. Elle va dire, je lui ai demandé pourquoi
chaque week-end, il va à la plage. Il partait à la plage chaque week-end. Et quand je lui ai posé cette question, je lui ai dit pourquoi exactement le week-end, pourquoi vous n'allez pas à la plage les autres jours de la semaine. Qu'est-ce qu'il va répondre le personnage? Il va dire je préfère aller à la plage, voir des gens, voir des filles, voir ça, que de voir des gens foutus qui courent vers des temples pour prier, pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le procureur? Mesdames et messieurs, regardez cette personne, elle préfère les femmes aux dieux. Qu'est-ce qu'il répond lui? Il va dire naturellement, les femmes donnent plus d'interaction que Dieu. Alors, c'est vrai, les trucs palpables, elles ont beaucoup d'influence sur dans la pensée des personnages. Maintenant, est-ce que ça termine par quelque chose de métaphysique? L'accueil n'est pas métaphysique. L'accueil, c'est quelque chose qu'on fait. L'amour, c'est quelque chose qu'on sent. C'est quelque chose qu'on développe, quelque chose qu'on nourrit. Si vous ne nourrissez pas l'amour, il va mourir. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit de l'amitié. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui existe. On sent, c'est un sentiment. Oui, la religion aussi, c'est un chemin vers l'amour. Il y a beaucoup de chemins vers l'amour. Pourquoi votre personnage impose ce chemin? Non, il n'impose pas. Il va dire pour moi. Pour le reste, pour moi. Quand on dit contre un personnage, parce que j'ai entendu ce que vous avez dit, un personnage qu'on dit, cet homme ne sait pas que. Ça, c'est à la niche, ça. Ne sait pas que. Oui, alors pourquoi? Alors, il y a je vais vous clarifier quelque chose, parce que vous n'avez pas lu le roman, vous ne pouvez pas le remarquer. Le débat, ça n'a pas été entre un islamiste. Non, loin de là. Ce n'est pas ça. Si vous analysez le croyant, c'est-à-dire le religieux, si vous l'analysez bien, vous allez retomber dans la pensée existentielle croyante. Donc c'est de la pensée existentielle, c'est un existentialiste croyant, et il y a deux formes d'existentialisme. Voilà, l'existentialisme athée et l'existentialisme croyant. Et ensuite, il y a une affrontation entre ces deux branches de philosophie. Qu'est-ce qu'elle nous dit selon l'existentialisme croyant? Qu'est-ce que ces philosophes nous disent? Qu'est-ce que ces personnages nous disent? Ces philosophes nous disent c'est par exemple la vie, vous allez vivre pour mourir, la vie sans Dieu en quelque sorte, elle n'a pas de sens. Pour que l'humain en lui-même, dans son essence, il est fait, parce que la vie elle est limitée par quelques, vous allez vivre 60, 70 ans, 80 ans, on n'allait pas rester ici littéralement, que la religion c'est l'état naturel de l'être humain. On va vous dire, si vous disiez à un enfant, si vous expliquez à un enfant Dieu, il va rarement vous poser la question c'est quoi Dieu. Les enfants vont acquérir ça d'une manière assez vite. Et d'après même la neuroscience maintenant, il y a des résultats, il y a des neuroscientifiques qui font l'étude de la religion, de la croyance. Alors qu'est-ce qu'on a compris? Quand vous faites de la prière, choisissez n'importe quelle prière que vous voulez, n'importe quelle religion, le cortex parental se désactive. Alors ce cortex parental est responsable de la conscience du soi. Responsable de la conscience du soi. Pourquoi il se désactive? C'est pour nous mettre dans une sorte de communion, en faisant de la prière, en rentrant dans des lieux cultes, on se retrouve, c'est comme si on a une interaction avec le monde qui nous entoure, on se détache de soi pour rentrer dans quelque chose de plus. C'est un sentiment qu'on a, c'est une impression qu'on a, mais là, un fondement neuroscientifique. Maintenant, est-ce que la religion est un chemin vers l'amour? Ça dépend comment vous définissez cet amour, ça dépend. La religion, beaucoup plus la religion par exemple monothéiste. Qu'est-ce qu'on le monothéisme, vous savez que les convictions religieuses, même si toutes les religions nient l'évolution, la religion a évolué. On va dire l'inverse. On a commencé par l'animisme, c'est-à-dire une chose qui bouge, elle a un esprit. Puis on a compris que ce n'est pas toutes, mais peut-être certains. Puis on a associé des esprits du bien, des esprits du mal. Puis si vous retrouvez par exemple, si on retrouve une maison sur Mars, sur la planète Mars, la majorité d'entre nous vont penser que quelqu'un l'avait construite. Sinon, qu'est-ce qu'elle peut faire une maison sur Mars? Cette pensée intuitive qu'on a du monde, s'il y a sous ce livre, il y a quelqu'un qui l'a écrit, s'il y a une poussette de beauté, il y a quelqu'un qui l'a construite, qui l'a fabriquée. Cette pensée, elle est très très intuitive, sauf qu'elle est fausse. Alors pourquoi elle est fausse?
elle est contre-intuitive, mais elle est fausse. Qu'est-ce qu'on comprend maintenant d'après les derniers travaux de cas de thermodynamique et tout, les structures ouvertes s'auto-organisent. C'est-à-dire qu'il y a une auto-organisation. Alors nous, quand on a eu cette idée intuitive que pour quelque chose existe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'a fabriqué, l'être humain s'est demandé qui a fabriqué le monde. Elle a appelé ça Dieu. Puis il y avait plusieurs dieux, Dieu de ceci, Dieu de cela, Dieu d'avant, Dieu. Puis à un moment donné, il y a un philosophe perse, c'est Zarathustre, qui a inventé le monothéisme. Ça n'a jamais été un prophète. Celui qui a inventé le monothéisme, ce n'est pas un prophète, c'est un philosophe. Le monothéisme, c'était une pensée, une philosophie du monothéisme. On unifiait tous les dieux sous forme d'un seul Dieu. Puis il y a le Platon. Platon et Aristote qui vont à peu près saccager toute la pensée religieuse. Alors pourquoi ils vont la saccager? Vous pouvez être contre ça, parce que ce sont des grands philosophes quand même, pour dire qu'ils ont saccagé. D'ailleurs, ce que dit le personnage, le texte qu'il a lu, c'était depuis Socrate, c'est la descente. Alors pourquoi? Parce que Platon va inventer, qu'est-ce qu'il va dire? Il va partir d'une pensée intuitive aussi. Celui-là, il est lourd, il tombe, ce qui est léger monte. Donc, cette bouteille, elle est plus légère que la lune, parce que la lune, elle est en haut. Donc, plus on est en haut, plus les choses n'ont plus de poids. C'est-à-dire qu'elles sont immatérielles. Donc, pour Platon, le ciel, c'est le monde de haut, c'est le monde de l'idéal, c'est le monde de la pensée, des idées, le monde impalpable, spirituel. Et ici, c'est le monde de bas, c'est le bas monde. Et ce bas monde va être exploité par les religions plus tard. Nous sommes Hayat Dunya, par exemple. Nous sommes dans le bas monde. Nous allons retourner vers le haut monde, le paradis, ainsi de suite. Au monde de ça, pourquoi on est dans le bas monde? On vous donne un sens. C'est pour aller au paradis ou à l'enfer. Puis là, on vous invente quelque chose. Et au nom de ça, on va vous dire ça c'est interdit, ça c'est interdit. Alors si vous interdisez des choses, dites-moi comment la religion, c'est le chemin vers l'amour. Alors je vais raconter de ça pour vous. Voilà, parce qu'il y a pas d'autre. Il est parti vers la Grèce antique. Et ils avaient, d'ailleurs, la religion chrétienne est tout à fait d'accord avec les principes, mais leurs dieux ne sont pas les mêmes. En tout cas, la définition de Dieu, chez les chrétiens comme chez les Grecs, n'est pas la même. Dieu, il est, chez les Grecs, beauté, vérité et justice. C'est une idée, c'est une pensée. Et Dieu nous a donné aux hommes Eros, l'amour. Ainsi, nous sommes une multitude vile au-dessous. Nous grouillons, nous mangeons les uns les autres, chacun y va de son coup d'épaule. Ce n'est que par l'amour, ce vecteur Eros vers Dieu, qu'on peut s'élever vers la vérité. On ne peut concevoir la vérité sans amour. On ne peut concevoir la beauté sans amour. Ni la justice, si vous n'aimez pas les gens à qui vous rendez la justice, sans amour, si vous ne les aimez pas, si vous n'aimez pas quelqu'un. C'est un sentiment profond humain. Vous ne pouvez rendre valablement la justice. C'est pour vous un peu apporter un peu de l'eau à votre moulin. Peut-être, hein? Qui a d'autres questions? Hein? Bon, d'autres questions, sinon on va arrêter là. Non, mais je vais écouter. Peut-être ce n'est pas assez. On n'allait pas arrêter là. Oui, alors je vais poser une dernière question. Ce n'est pas une question, c'est simplement pour vous rendre hommage par rapport à votre livre. Votre livre est là, il existe, il est plein de pensées. C'est votre truchement de la pensée qui a... Ce livre étant le truchement de votre pensée, il éveille, il réveille. Donc c'est un éveil des consciences. Et ceci étant, la philosophie a pour rôle d'éveiller les consciences. Et ce livre n'est pas de trop. Vraiment. Merci beaucoup.
Alors, je vais rajouter quelque chose vis-à-vis de ça. Je pense que si un livre est publié, il n'est plus la propriété de l'auteur, elle est la propriété des lecteurs. Donc ce livre, je vais vous dire une phrase à peu près, elle est beaucoup plus proche de vous qu'éloignée de moi. Elle est plus proche de vous qu'éloignée de moi. Voilà, merci. Merci. On passe à la ronde dédicace, si vous voulez. Donc voilà. Ça sont des gars. Moi je. النذير سمعنا فهم مسعودي وتفضل اسمه رومان انزل نذير من هو؟ مسعود Donc, Mr. Hogan pour le samedi prochain sur